Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais déjà fait ce type de vidéo il y a quelques années lors d'un challenge et je me suis dit, j'ai lu d'autres livres dans le sujet depuis, ça serait bien de faire un petit update voilà, de mes lectures. C'était ma petite contribution au mois des fiertés, donc qui se tient tous les mois de juin, voilà, même si les causes LGBTQIA+, c'est des choses qu'on doit faire tout au long de l'année, hein, voilà, pas juste un mois, et pas juste pour faire de la promo, voilà, on va dire pécuniaire, commerciale et ce genre de choses. Et donc j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice avec cette lecture qui tourne autour de cette question qui est d'autant plus importante avec ce qui se passe actuellement en France. Et avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, je suis à Redon, donc ce dimanche, je suis à Redon au Mystérial dans le Cloître, Saint-Sauveur, et que je dois vous annoncer l'annulation du Salon du Livre de Honfleur qui était prévu le 30 juin parce que, élection législative et que le salon est annulé parce qu'il réquisitionne la salle pour les bureaux de vote. Et donc, allez voter, c'est hyper important. Voilà, on est dans une période politique assez compliquée en ce moment. Dans la sélection que j'ai faite, il y a des livres que je n'ai pas pris parce que même si je les ai lus, il en reste qu'il y a des bouquins, je trouve que c'est mal amené, mal fait, voire sexualisé de façon qui me plaît pas forcément. Et en digne amatrice de yaoi pendant plein d'années, j'ai arrêté de lire du yaoi en partie à cause de ça. Donc j'ai fait une sélection de livres qui, à mon sens, traitent plutôt bien du sujet. Alors on va avoir plein de représentations différentes. Et je vous propose de partir ensemble découvrir ces textes, sachant que l'imaginaire, c'est assez surprenant, c'est un genre où j'aurais pensé que les représentations seraient beaucoup plus présentes. Alors, ces dernières années, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant, surtout à l'étranger, mais en France, on patauge quand même en termes de représentation. Et que parfois, et je tiens à le dire, les représentations LGBT en littérature sont faites que pour du commercial. Et ça, je vous le tiens parce que j'ai eu des réunions où c'était le cas, où on s'est dit, c'est un argument de vente, et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Voilà, qu'est-ce que je fous là? Mais il faut savoir que la représentation, elle n'est pas toujours faite dans un élan pour les éditeurs ou même les auteurs dans un élan de pensée personnelle, de défense des droits LGBT ou ce genre de choses, ou de représentation. Parfois, elle est juste présente parce que ça a été à la mode, et notamment en littérature jeunesse, vous avez le cas d'Aristote et Dante. Du moment qu'Aristote et Dante a cartonné, on va dire, en young adulte, on s'est mis à éditer de la littérature LGBT. Pas parce qu'on avait forcément envie d'en publier, mais parce que ça faisait vendre. Et ça, je veux bien le mettre en avant parce que c'est une question qui est assez délicate. Parfois, je me pose la question quand même quand je suis devant un bouquin, quand je suis face à certains éditeurs, où je me pose quand même la question de comment ça a été fait, dans quel but. Le truc, c'est que c'est de la représentation et c'est toujours positif, mais il faut pas courir sur le fait que telle maison d'édition fait de la représentation, donc elle est super chouette. Parfois, t'as des maisons d'édition qui font de la représentation, qui utilisent même certains drapeaux dans leur communication, mais qui n'ont aucun problème à publier des auteurs qui sont ouvertement racistes, LGBTophobes et autres, voilà. Donc c'est une petite mesure à prendre en compte. Comme je vous disais, c'est pas un critère de sélection pour moi numéro 1 dans mes lectures, mais en général, quand il y a de la représentation, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose que je mets en avant dans mes updates parce que c'est quelque chose que j'aime. Que ce soit de la représentation qui porte sur de la sexualité, sur les questions de genre ou même sur les ethnies des personnes. Et c'est pour ça que dans les updates lectures, c'est quelque chose que je souligne assez souvent. J'ai pris ce premier texte parce que déjà il est avant-gardiste selon moi, qu'il n'est pas du tout analysé je trouve par la critique via ce biais-là, qu'on parle beaucoup de l'auteur pour son humour, pour la richesse de son univers, pour être le maître de ce genre littéraire, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des avancées que cet auteur mettait en avant. Et je parle de Terry Pratchett, et je pense que certains vont être étonnés quand je vous dis Terry Pratchett et littérature LGBT, tout simplement parce que Terry Pratchett, c'est connu pour être de la fantaisie humoristique, donc il y a 35 tomes, plusieurs cycles, j'ai fait une vidéo consacrée sur le sujet. Ça se passe à Ankh-Morpork, une ville, on va dire, fantaisie, où il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, dans le cycle des mages, on va parler beaucoup du sexisme, et on va dénoncer ça en disant que les mages sont vraiment des vieux mecs qui vivent tout seuls dans leur tour et qui n'ont jamais vu de femme, et donc c'est critiqué. Chez Pratchett, on met en avant
le racisme et ce genre de choses, mais c'est critiqué. Et Pratchett est très en avant sur ces questions-ci. En ce qui concerne le racisme, vous avez toutes dans ce cycle-ci, notamment le cycle du gay, pour moi, est le cycle qui traite le plus en fait des minorités. Ça dénonce le fait qu'on essaye de mettre au banc certaines populations, notamment la population des loups-garous par exemple, ou encore on a un nain qui arrive dans le récit qui n'est pas vraiment petit, donc ça pose cette question-ci. Et donc, en termes de représentation, il y a 2 représentations différentes dans le texte qui posent question quand même sur ça. La première, c'est une naine qui fait partie donc du guet, qui est la police dans Morpok, qui est portée par des personnages plus hauts en couleur les uns que les autres. Donc à chaque fois, il y a des enquêtes. Et dans un des tomes, on a l'apparition de ce jeune nain qui arrive et qui va décider du jour au lendemain de s'habiller comme une femme. Voilà. Les nains sont réputés pour être tous des hommes et lui se réveille en disant je serai une femme. Et donc on a tout ce processus d'aide où déjà il y a du jugement au début où les gens sont en mode qu'est-ce qu'il fout. Et au fur et à mesure, notamment en côtoyant la louve-garou, en côtoyant d'autres personnages, le personnage va affirmer sa féminité, va mettre des petites bottes, des petites robes et ce genre de choses. Voilà, une féminité exacerbée, mais il va l'affirmer et j'avais trouvé ça hyper positif dans le texte parce que c'est un thème qu'on voit beaucoup. Et je rappelle que au gay, c'est sorti en 89 en anglais, voilà. Et ça a été publié en 97 en la première édition en France. Donc on est quand même assez avant-gardiste. Et ensuite, on a donc un personnage extraordinaire de cette histoire qui travaille pour Vimer, donc le capitaine, on va dire le commandant de cette brigade, et ce fameux personnage qui est un personnage appelé simple, un peu dégueu et tout quand même, voilà, qui est pas très très bien décrit. Dans les tomes, il va y avoir un running gag où il va se travestir. Mais c'est pas du genre pour se moquer, c'est que il va apprécier ça. Et que au fur et à mesure, il y a ses collègues de travail qui sont en mode mais qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, au fur et à mesure, ils acceptent ça, ils acceptent sa part de féminité. Donc on peut quand même se poser des questions sur les questions de genre dans l'univers de Terry Pratchett, ce qui est quand même hyper en avance. Et ça, moi, ça m'avait beaucoup touchée parce que t'as des personnages comme lui qui sont un peu catastrophiques en termes de genre, le gars est un peu chelou, mais en fait, il en devient hyper touchant et il porte une question hyper intéressante dans le texte par ce prisme-ci. Et notamment, on est dans la police, on est dans le truc militaire et tout, dans le truc un peu sexiste et tout. Et donc, c'est vraiment un bon biais pour exploiter ces questions, comment des hommes peuvent soit transitionner dans ce secteur-ci, soit assumer une volonté. Je pense que c'est pas très très clair dans le texte, j'ai un doute sur le nom du personnage. Ça s'apparente, on ne sait jamais trop si ça s'apparente à du transformisme ou si ça s'apparente à une transition. Voilà, c'est pas très très clair, ça reste assez flou, mais c'est hyper intéressant de le voir mis en avant et ça me rend toujours triste que Pratchett, souvent on va parler du sexisme, des personnages forts féminins, on va parler du racisme et tout, mais il y a ces questions qui sont présentes dans le texte et c'est assez touchant et assez bien fait, c'est super novateur. Du genre vraiment, il n'y a pas 36 textes dans les années 90 qui abordaient la question en plus, pas du tout de façon critique. Chez Pratchett, on se moque de tout, mais on se moque pour dénoncer ce qui est à dénoncer. Et là, c'est ça, c'est qu'il prend le prétexte de l'humour pour dénoncer, on va dire, la transphobie et ce genre de choses. Donc c'était assez intéressant. On quitte le mouvement humoristique, voilà ce que je pourrais vous parler de Pratchett et dans quoi son œuvre est extraordinaire pendant des heures, pour parler de textes qui sont sortis assez récemment, mais surtout de textes où la question LGBT, en fait, elle se pose même pas dans le texte, c'est pas quelque chose qui est questionné parce qu'il y aurait une répression ou ce genre de choses, parce que ça peut arriver en imaginaire. Là, et je vous en présenterai un petit peu après, là c'est... Ok, il n'y a pas de problème, ça me pose absolument pas de questions. Et c'est le cas avec Un jour de nuit tombée, donc, que je vous ai présenté très récemment, qui est le préquel du prieuré de l'Oranger, donc de Shadow Messenger. Prieuré de l'Oranger, où ça c'est un univers avec des dragons, des reines, donc un rénome et une espèce d'entité qui est là pour les défendre. Et donc on suit dans celui-ci 3 portraits de personnages. Un portrait de personnage qui travaille pour le prieuré de l'Oranger, un portrait de personnage qui est donc la future reine du royaume qu'on suit, et un autre portrait de personnage avec les dragons, et donc une grande force maléfique qui arrive. C'est l'explication chronologique de comment les reines se sont installées, voilà, toutes les reines un petit peu importantes, jusqu'à la reine
qu'on suit et qui explique un petit peu tous les manquements qu'il y avait sur le prieuré de l'Oranger en termes de world building. Mais ce que j'avais beaucoup aimé dans le prieuré de l'Oranger, et je pense que c'est ce qui m'avait fait apprécier la lecture en grande majorité, c'est le fait que la question LGBT ne se pose pas. Et je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lu. Alors j'avais lu le prieuré quand il était sorti en France, donc il y a quelques années, et c'était hyper novateur pour moi et ça fait vraiment du bien. Comme quoi, c'est pas une question. Du genre, ils présentent leur mari, voilà, il y a des hommes qui présentent leur mari et il n'y a pas de critique ou de choses sous-jacentes. C'est naturel dans ces œuvres de fantasy et c'est hyper cool parce que t'as plein d'œuvres de fantasy où c'est pas naturel. Alors, faut faire la distinction entre de la fantasy, par exemple, qui est de la fantasy historique, où bah, c'est un peu compliqué quand tu te bases sur l'histoire de partir sur des choses où les questions LGBT ne soulèveraient pas un problème politique, par exemple. Mais dans des fantaisies pures et dures, il n'y a rien qui t'empêche, voilà, de faire un monde qui est ouvert d'esprit. Et je trouve que c'est hyper rafraîchissant pour ça. Et faut dire ce qui est, dans le prieuré de l'Oranger, c'est une histoire d'amour entre femmes. Là, on a des histoires qui autant sont sur de l'hétérosexualité, autant qui sont sur d'autres prismes. Et ça, c'est hyper chouette. Et c'est vraiment un truc positif et un texte que je conseille notamment à faire lire aux ados parce qu'il y a de la fantaisie où ça roule, où il n'y a pas de trucs malsains, où voilà, il y a des choses, par exemple, je ne vous ai pas présenté le prince captif parce que j'aurais du mal à vous présenter le prince captif comme quelque chose de très positif en termes de représentation, mais là ça l'est et ça fait du bien, et notamment ça fait du bien par exemple de voir des personnes adultes qui sont représentés, pas que des amours adolescents comme on a pu avoir en littérature d'imaginaire. Là, on est sur de la fantaisie où il y a des adultes qui sont présents et qui vivent leur amour en toute tranquillité et personne ne les fait chier et ça fait du bien. Ensuite, alors là, c'est un texte, je vous parlais des textes de fantaisie où, par exemple, la question LGBT, elle est abordée pas dans le prisme du genre, regardez, je vous fais une représentation où c'est accepté et pour faire passer le message d'acceptation. Il y a aussi une autre manière de l'aborder qui est tout aussi intéressante, c'est la fantaisie qui parle par exemple des questions LGBT, mais qui parle du fait que c'est interdit, qu'il y a une répression autour, et donc qui montre en quoi c'est cruel, en quoi ça n'a aucun sens, et où les personnages vont se battre pour vivre leur amour et ce genre de choses. Je vous parle du trône de Jasmin. Alors, ne regardez pas cette couverture qui fait penser à de la romantaisie, c'est pas de la romantaisie, mais il y a une romance dans le texte, c'est de la fantaisie qui s'inspire de l'Inde. Voilà, et on suit donc deux personnages assez importants. Une femme qui vivait dans la mendicité. On apprend très très vite qu'elle faisait partie d'un culte quand elle était plus jeune. Ce culte a été massacré. Elle vit un peu cachée dans la ville pour survivre. Elle aide les orphelins, et notamment elle aide les orphelins face à une maladie qui gangrène ce monde. Et son destin va être bouleversé du jour où, dans son village, dans le temple, là où elle a vécu, où tous les enfants étaient massacrés, elle rencontre la princesse héritière, donc la sœur du prince régnant qui fait brûler des femmes, voilà, donc un type très sympa, et qui fait tout pour pousser sa sœur à s'immoler, voilà, un chic type, je vous l'ai dit, et les deux jeunes femmes vont se rencontrer, et au-delà du côté très épique, voilà, ce genre de choses, parce que c'est pas du tout une romantaisie, il y a une histoire d'amour qui se lie entre les deux femmes, et ce qui est hyper intéressant dans ce texte-ci, alors déjà c'est la représentation lesbienne du texte, parce qu'il n'y a pas 36, ça commence à arriver sur le marché français, on a eu beaucoup de représentations de couples homosexuels masculins, parce que je pense que c'est l'héritage, on va dire, du yaoi, que ça se vendait très très bien, et que ça a été prouvé que les jeunes filles ont une fascination quand même assez importante pour les couples LGBT entre hommes. Et donc là, c'est bien aussi d'avoir de la représentation avec des femmes, et ça m'a vraiment beaucoup plu. D'une part parce qu'il n'y a pas de scène olé olé, ça fait plaisir, c'est sous-jacent, mais surtout que la jeune femme qui venait de ce culte, elle a vécu dans un royaume où tout le monde pouvait se marier avec tout le monde, voilà, c'était une ère de liberté, voilà, c'était la saison des fleurs, je crois qu'ils appellent ça comme ça, voilà, l'ère des fleurs, ça se passait très bien, et cette jeune fille, cette jeune princesse qui, elle, hérite d'autres cultures, et où en fait elle est extrêmement choquée quand elle apprend que le personnage aime les femmes, et en fait elle se pose ses propres questions et se rend vite compte elle avait ça en elle, et qu'elle a vécu avec cette souffrance-ci, et une des raisons pour lesquelles elles vont s'allier, c'est notamment pour libérer le pays de mœurs qui sont extrêmement violentes et qui visent des minorités, quelles qu'ils soient, hein, que ce soit des minorités
du fait de leur genre, de leur sexualité, ou aussi du fait de leur niveau social. Donc c'est un texte qui est assez intéressant là-dessus, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé pour le coup, et j'ai trouvé ça touchant, et j'ai trouvé ça cool en plus qu'on mette de la romance LGBT dans un texte qui est de la fantaisie indienne. Alors comme je vous dis, la romance c'est pas du tout le cœur du récit, hein. C'est vraiment un petit fil au fond, mais elle est présente. Voilà, c'est beaucoup plus politique, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus sur les questions de colonialisme, de sexisme et ce genre de choses. Mais c'est un très bon texte, et c'est dommage qu'il ait une couverture comme ça, parce que sincèrement, essayez-le. Alors il est assez cher dans ce format-ci, mais je pense que ça pourrait vous plaire si vous aimez les fantaisies un peu politiques, un peu épiques, et surtout des fantaisies où on parle du colonialisme, et où on parle de grandes questions de société, tout en étant avec une sorte de conquête du pouvoir sur qui va obtenir le trône et ce genre de choses. Beaucoup de gens le comparent un petit peu à Game of Thrones. Alors je le compare pas au niveau de la violence et du développement, mais on est sur ce genre de texte où voilà, ça chipote un peu pour savoir qui va monter sur le trône. Ici je vous parle de Persona de Yelena. Alors c'est de la young adulte chez Hachette, il y a 2 tomes qui sont sortis. Voilà, où on suit dans ce premier tome un groupe d'enfants qui sont des touchés, je crois qu'ils s'appellent ça des touchés, je ne sais plus dans le texte. Ce sont des enfants qui ont des dons. Il y a des lois qui sont passées où, à leurs 18 ans, soit ils rentrent dans un ordre religieux avec leurs dons, soit ils se marient et donc ils renoncent à leurs dons. Et donc on suit Andrea qui va être confrontée à ça, il arrive à cette période-ci. Et malheureusement, Yel, il y a un petit problème, c'est que travaille pour l'endroit où elle vit, et on les loue pour une quête qui va être un peu compliquée, hein, au niveau d'un enlèvement, et ça a des liens avec la cour. Je vous parle de ça parce que dans ce texte-ci, le personnage d'Andrea est un personnage non-binaire. Alors, je me souviens plus si on utilise le Yel ou pas, ou s'il y a un autre pronom qui est défini. Hyper intéressant d'avoir ce portrait-ci, parce que moi j'aime bien ça donne voilà, déjà de la représentation. En plus, les personnes non-binaires sont pas les personnes les plus représentées en littérature. Faut dire ce qui est. Et surtout, on a de la représentation qui est plutôt bien faite à mon sens, parce que c'est pas une question non plus dans le texte, on traite pas du tout Andrea comme un personnage particulier. Ça fait partie de cette personne-ci, c'est accepté par tout le monde, et ça va bien aussi avec le fait que Andrea a un don, elle peut changer de corps en portant des masques. Donc voilà, la question de genre elle est même pas à poser, sachant que Yel se métamorphose un petit peu tout le temps, donc c'est aussi une comparaison, voilà, un petit peu à tout ça. Mais ça a inspiré aussi de la romantique, voilà, en termes d'inspiration. C'est de la young adulte avec ses travers et ses clichés, mais il y a beaucoup d'action, ça se lit plutôt bien. Et ça se veut assez ouvert d'esprit sur pas mal de questions. Mais ça a été une des forces du récit, et je pense que c'est un livre à faire lire, voilà, aux jeunes générations. En plus, il n'y a pas de scène olé olé et tout, c'est de la vraie young adulte palpitante. Je vous présente un texte, alors là pareil, ça relie un peu le trône de Jasmin, mais en beaucoup plus hard, parce que c'est pas la question essentielle du texte, et même le couple principal du texte n'est pas représenté, n'est pas un couple LGBT, mais par contre, on parle de religion, et on parle d'un personnage en souffrance qui est bisexuel, donc c'était important. C'est La Cité des Marches, donc de Robert Jackson Bennett. Alors chez Albin Michel Imaginaire, vous avez aussi La Maison aux pattes de poulet où il y a de la représentation, j'ai dû faire une sélection, mais ce que j'ai apprécié dans ce texte-ci, alors c'est la fantaisie, alors c'est un peu compliqué, mais qui parle aussi du colonialisme, avec un pays qui a colonisé un autre, qui envoie une personne enquêter sur la disparition de quelqu'un d'important dans le pays, et cette personne-ci, donc cette jeune femme, a des liens politiques un peu compliqués, a fait des choses un peu compliquées, et va retrouver l'amour de sa jeunesse, du moins quand elle était à l'université, un jeune homme tout à fait esquis, mais un jeune homme qui a un passé assez lourd, qui vient d'un endroit du monde où la religion est très très importante, il y a tout un truc avec la douleur, et où l'homosexualité est punie de mort, voilà. Donc pour un personnage qui est bisexuel, c'est compliqué, et donc il y a toute cette question dans le texte aussi de ce que j'appréciais de lui par rapport à ce qu'il vit au niveau de sa famille, ce genre de choses, cette dualité où il doit cacher les choses parce que voilà, la représentation est chouette. C'est aussi elle, son rapport au fait qu'elle aime un homme qui aime aussi les hommes, et je trouve que c'est assez touchant la manière dont c'est fait.
Voilà, et ils ont une relation assez complexe, assez définie, et j'ai bien aimé ça, genre la façon dont c'était fait et tout. Et voilà, c'est pas le cœur, c'est pas une romance, hein, c'est vraiment de la fantaisie assez politique et ce genre de choses avec une enquête à l'intérieur. Mais c'est tragique, c'est touchant et c'est un thème où il n'y a pas 36 personnages en fantaisie, tu sais, très adulte. Voilà, parce que là on est sur quelque chose de très adulte et sérieux, pas forcément ce qui est très représenté, hein. Voilà, donc j'ai apprécié ce soupçon là-dedans et la question que ça montre et la sensibilité du personnage qui est assez fascinant et le rapport de cette femme en fait vis-à-vis de la bisexualité de son compagnon. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait. Et enfin, alors j'ai grandement hésité à vous en parler parce que je suis assez contre les entreprises qui font de la publicité pendant le mois des fiertés sur leurs livres. Voilà, en mettant en avant c'est tel point, voilà, nous on fait de la littérature LGBT, ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai pas fait de post Instagram, voilà, je fais pas de communication là-dessus. Mais je vais quand même parler de 2 textes des 3 Nantes parce que pour moi c'est important dans la maison d'édition de mettre en avant les littératures LGBT, que c'est 2 textes qui sont en plus très bien et que Émilie c'est un peu son cheval de guerre, c'est une thématique qu'elle met beaucoup en avant, c'est un thème qu'elle a envie d'exploiter et c'est un thème qui pour moi, en plus c'est une personne qui est concernée et en plus c'est un thème qui pour moi était important parce que c'est des valeurs qu'on essaye de mettre en avant dans la maison d'édition. Et Les Objets Maudits, qui est un texte qui présente un personnage non binaire comme personnage principal, donc on est au jeu. On suit Novem. Novem, c'est un personnage, alors on a fait le choix de le genrer au masculin. On a appliqué la langue française où le masculin l'emporte sur le féminin. Tout simplement parce que déjà la question du yel, les gens, je peux vous dire que dans le livre que je vais vous présenter, donc Une couronne d'océ d'épines, j'ai eu un nombre de messages en disant qu'il y avait des fautes d'orthographe parce que j'avais mis yel et pas il. Donc on est quand même, faut y aller en douceur, hein. Les gens ils ont un peu de mal et surtout l'écriture inclusive, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de la lire et notre but c'est pas d'être illisible, notre but c'est de mettre en avant de la représentation et donc voilà, on a fait ce parti précis pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Mais Yel a perdu la mémoire. Yel on l'a retrouvée en fait quand Yel avait 10 ans. Elle a été recueillie par une chasseuse qu'on appelle Janus. Et les chasseurs dans ce monde-ci sont un peu particuliers. Ce sont des personnes qui chassent des rankuras. C'est des créatures qui se nourrissent des sentiments négatifs des humains, notamment par le biais de l'art. Par exemple, vous êtes un artiste et le fait de ne pas pouvoir vivre de votre art, ça va... par exemple, la rancune va se matérialiser dans un collier que vous portez. Ce collier va vous dévorer au sens propre et vous n'êtes plus qu'une boule de haine agressive et meurtrière. Donc il faut bien des chasseurs pour éradiquer le phénomène et Novem va être appelé par sa reine pour partir dans une chasse un peu compliquée. Valture c'est un petit pays juste au-dessus du sien où il y a plein de légendes, c'est très brumeux, voilà, il y a eu des choses aussi avec des conflits, avec une guerre. Et là-bas, le Rankura que Yel va rencontrer va lui annoncer qu'ils se connaissent. Et voilà, l'histoire commence ici. Mais celui-ci, alors, on est sur un livre qui parle beaucoup de la question de l'identité dedans, mais jamais dans le point de... Yel se pose une question sur sa propre identité en tant que genre. Non, c'est sur son identité en tant que passé. Mais voilà, donc c'est un thème qui est assez présent. Et là où c'est aussi assez présent, c'est Une couronne d'océ d'épines, donc où là on a un monde de fantasy nordique avec de la représentation LGBT. Le personnage principal qui est Nayla est un personnage qui est ouvertement bisexuel. Son garde du corps est un personnage qui est asexuel. Voilà, Émilie a voulu vraiment mettre en avant. On a des personnages qui sont non-binaires. Voilà, c'est assez foisonnant sur ces questions-ci. Et c'est un texte où on suit Nayla qui à 11 ans va subir un rite de passage. Comme toutes les petites filles de son âge, voilà, elle vit dans un pays très très au nord. Et on va lui décréter qu'elle a le sang sombre, c'est-à-dire qu'elle est infertile. Et dans son pays, on prie les anciens, le sang des anciens. Donc cette petite fille, elle pourra jamais devenir l'ancienne de quelqu'un. Et donc les petites filles dans son état vont être envoyées à la cour pour devenir des corbeaux. Ce sont des sortes de diplomates espionnes, geishas pour le roi en place. Et Nayla va tout faire pour sauver son royaume qui est en grand péril. Donc on la suit comme l'assassin royal de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Mais voilà, j'avais envie de vous les mettre en avant parce que j'ai pas non plus lu énormément et surtout j'ai pas non plus lu énormément de textes où je trouve que la représentation elle est intéressante ou du moins qu'elle est pas trop cliché, hein. Parce que des yaoi je peux vous en recommander, des livres LGBT que j'ai lus où
voilà, il y a des romances où j'ai un peu de mal avec les représentations, j'en ai lu, mais là, je peux vous proposer quand même des livres dans cette sélection qui sont plutôt bien faits sur ces questions-ci. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercierai, si c'est possible, de me donner des petits conseils de littérature LGBT, on va dire dans les littératures de l'imaginaire. Voilà, moi ça m'intéresse énormément parce que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Les Américains sont très en avance par rapport à nous. Sachez que maintenant, dans l'édition, notamment l'édition française, vous avez des maisons d'édition où la littérature LGBT, elle est très mise en avant. Il y a même des maisons d'édition qui sont spécialisées dans ce type de littérature. Donc voilà, vous avez du choix et ça fait plaisir de voir, notamment chez les indépendants de l'imaginaire, de plus en plus de représentations. Et ça fait plaisir de voir que on a une ouverture d'esprit, alors pas que sur ces thématiques-ci, mais qu'on est dans une phase de l'imaginaire en France, alors qui soit produite en France ou traduite, qui aborde des questions vis-à-vis des minorités et qui dénonce. Et l'imaginaire, c'est bien un genre qui permet de dénoncer, qui permet de réfléchir, parce que on peut faire ce qu'on veut avec l'imaginaire. Voilà, c'est quand même le genre qui nous permet de réfléchir sur les sociétés. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.